Dans le vinaigre, le savon, le détergent, le citron, les oranges, les pamplemousses, encore le canard pour les toilettes ou encore le produit de nettoyage de ta Golf GTI Tuning, tous ces produits-là contiennent des acides ou des bases. Ces produits-là sont partout. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'un acide et qu'une base? Alors au sens commun, c'est exactement la même chose. Ça nettoie quand on le met sur un objet et ça brûle quand on le met sur la peau. Mais au sens chimique, il y a tout de même de petites nuances. Alors il y a 3 théories complémentaires et on va s'intéresser uniquement à la théorie des acides et des bases de Arrhenius. Arrhenius a initialement proposé sa théorie en 1884 et il a proposé de classer les composés comme des acides ou comme des bases selon le type d'ion qui était formé lorsque le composé est mis dans l'eau. Ouais, en fait, c'est un bon chimiste, quoi. Il mélange tout et il regarde ce qui se passe. Tranquille. On va commencer par les acides. Alors, un acide d'Arrhenius, ça peut être toute espèce qui va augmenter la concentration des ions H+, dans la solution aqueuse. Donc, tout ce qui va lâcher des H+, ce sera considéré comme un acide. Donc, l'acide chlorhydrique HCl, lorsqu'il est mis dans l'eau, va se dissocier ici en H+, et aussi en Cl-. Comme ils sont dans l'eau, on peut préciser AQ qui signifie aqueux. Mais si par définition nous disons que nous allons tout le temps rester dans l'eau, il n'est pas obligatoire d'écrire le AQ à chaque fois. Et donc ici nous disons que HCl a été dissocié. C'est donc une dissociation. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a eu comme une apparition de H+. Comme si ça sortait de nulle part. Et cette apparition fait alors que ceci est un acide d'Arrhenius. Alors en réalité, un proton tout seul, ça n'existe pas. C'est vraiment très agressif, mais genre vraiment très agressif. Il va attaquer toutes les molécules d'eau. Alors ici, nous avons un proton tout seul qui est représenté. Et là, nous avons une molécule d'eau. Et ce qu'il va se passer, en fait, c'est que le doublet non liant de l'eau, ici, va se mettre en connexion avec le H+. Quand je dis va se mettre en connexion, c'est vraiment qu'ils vont créer une liaison covalente. Donc ici, nous avons les 2 premiers hydrogènes qui étaient là initialement dans la molécule d'eau. Ici, nous avons le doublet non liant qui nous reste. Et finalement, le doublet non liant, ici, va faire une liaison avec l'autre proton. Et la charge positive sera reportée sur l'atome d'oxygène. Et cette espèce ici, H3O+, en fait, est très très stable, alors que le proton, lui, est totalement instable. Et quand je disais que les doublets non liants ne réagissent pas, eh bien, tout simplement, j'ai menti. Donc, l'acide chlorhydrique, ça réagit ainsi. HCl plus H2O va donner H3O+, plus Cl-. Et ceci est une équation chimique qui est beaucoup plus proche de la réalité. Alors bien évidemment, on peut toujours continuer à l'écrire de cette façon-là. HCl qui sera mis dans l'eau va donner H+, plus Cl-. Cette écriture-là est aussi acceptable, et c'est celle qu'on va souvent utiliser par la suite. Elle est acceptable tout simplement parce qu'on va garder à l'esprit qu'on a H3O+, et ça permet un tout petit peu de condenser les équations chimiques et de les rendre un tout petit peu plus simples à appréhender. Donc, le type numéro 1 ou le type numéro 2 sont parfaitement équivalents. Bien, maintenant que nous avons traité des acides, nous allons parler des bases. Alors, une base, d'après Arrhenius, c'est un composé qui va libérer des ions hydroxyde, OH-, en solution aqueuse. Par exemple, nous avons ici un composé qui se nomme l'hydroxyde de sodium. Hydroxyde parce que nous reconnaissons le groupement OH, et sodium parce que c'est le nom du métal. Et lorsque l'hydroxyde de sodium est mis dans l'eau,
il va y avoir cette fois-ci aussi une dissociation en Na+, plus OH-. Et donc, en fait, tous les hydroxydes métalliques, vous prenez n'importe quel hydroxyde de n'importe quel métal, ce seront toujours des bases. Et ceci est une notion très importante à retenir pour la suite. Alors on va voir deux petits exemples. Par exemple, l'hydroxyde de fer. L'hydroxyde de fer 2, donc c'est FeOH2. Lorsqu'on le met dans l'eau, il va se séparer en ion fer 2+, et en deux hydroxydes OH-. De la même façon, KOH, donc l'hydroxyde de potassium, lorsqu'on le met dans l'eau, il va se séparer en ion K+, plus OH-. Donc on voit que la libération d'ions hydroxyde, ce sont donc des bases selon Arrhenius. Alors maintenant, on va voir un petit peu l'ammoniac. Si je vous dis que l'ammoniac est une base, normalement ça devrait passer comme une lettre à la poste. Et pourtant, l'ammoniac ne contient pas de groupe hydroxyde. Donc comment est-ce que ça pourrait être une base d'après Arrhenius? Alors il faut garder à l'esprit que l'ammoniac, NH3, on peut écrire sa formule de Lewis de cette façon-là. Et en l'écrivant de cette façon-là, on peut montrer quelle sera la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Donc ici, je vais représenter la molécule d'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, le doublet non liant qui est ici va attaquer l'hydrogène qui est sur l'eau. Et cette liaison covalente ici va se rabattre sur l'atome d'oxygène. Et ce qui fait qu'à la fin, nous allons obtenir cette espèce-là, NH3 du départ, et un proton supplémentaire. Donc nous aurons NH4+, plus OH-. En bilan, on peut écrire que NH3 plus H2O, ça va nous donner NH4+, plus OH-. On voit qu'il y a ici libération d'hydroxyde, et donc on peut dire que l'ammoniac, même s'il ne contient pas lui-même le groupement hydroxyde, ce sera quand même une base, parce qu'il va générer la synthèse d'hydroxyde dans de l'eau, parce qu'il a un doublet non liant qui va réagir. Encore une fois, quand je disais que les doublets non liants ne réagissent pas, j'ai menti. Très bien, donc la composition générale des acides et des bases. Pour un acide, nous aurons toujours un proton, donc H, atome d'hydrogène, qui sera associé à un non-métal. Et pour une base, nous aurons un métal qui sera associé à un hydroxyde OH. Et ici, le H, eh bien, il sera libéré sous forme de H+ dans l'eau. Et OH, l'hydroxyde, sera libéré sous forme de OH- dans l'eau. On va maintenant faire un petit exercice. Il va falloir, dans la liste qui est ici, reconnaître les acides et reconnaître les bases. Nuopurista kuuluu se polokan tahti, jalkani pohkii kutkutti. Ievan äiti se tyttönsä vahtivan, kyllähän Ieva se juhlutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaa. Sankeli hipput, tupput, tapput, täppyt, tikkut hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Donc les acides, nous avons tout d'abord HF qui est l'acide fluorhydrique, HBr qui est l'acide bromique et HCl qui est l'acide chlorhydrique. Pour les bases maintenant, nous avons l'hydroxyde de lithium ici, l'hydroxyde de cuivre 2, l'hydroxyde de fer 3 et puis c'est tout.
Les deux derniers qui sont ici, alors CH4, c'est du méthane. Ce n'est ni un acide, ni une base. Et ici, nous reconnaissons l'hydrure de lithium. Et ici, ça ne rentre pas du tout dans la définition d'un acide qui est un proton lié à un non-métal. Ici, nous avons un proton qui est lié à un métal, et donc, ce n'est pas un acide, ce n'est pas une base. C'est un hydrure de lithium. Donc CH4 et LiH étaient deux petits pièges. Maintenant, on va s'intéresser à la réaction dans l'eau. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkui ja voivotti saa. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kanaskoo laijasta laitaa. Saivi lipput, supput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöön huijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kanaskoo laijasta laitaa. Saivi lipput, supput, tapput, äppyt, tipput hiljalleen. LiOH, lorsqu'il sera solubilisé dans l'eau, va se séparer en Li+, plus OH-. L'hydroxyde de cuivre 2 va se séparer en Cu2+, plus 2OH-. Et l'hydroxyde de fer 3 se séparera en Fe3+, plus 3OH-. Et maintenant, quelles sont les réactions des acides dans l'eau? HF plus H2O va donc nous donner H3O plus F-. HCl plus H2O va nous donner H3O plus Cl-. HBr dans l'eau, donc c'est la façon réduite d'écrire la séparation d'un acide dans l'eau. Ça fera H plus Br moins, tout simplement. On va s'intéresser maintenant à l'action des acides. Alors, tout d'abord, l'acide chlorhydrique sur un métal. Pour voir comment l'acide chlorhydrique va réagir sur un métal, il faut tout d'abord regarder la position du métal dans la série redox des métaux. Et si le métal est en dessous du couple H plus H2, alors il y aura toujours une réaction chimique. Et en fait, nous revenons ici tout simplement à la fameuse règle du gamma. Donc, l'espèce qui est située en haut à gauche va réagir avec l'espèce qui est située en bas à droite. Et nous aurons alors H+, plus le métal, qui donnera H2 plus M+. Et évidemment, cette équation devra être équilibrée par la suite. L'exemple du fer. Donc nous traçons ici un gamma, si nous voulons voir ce que le proton H+ va faire sur du fer. Donc H+, plus du fer va donner H2 plus Fe2+. Et cette fois-ci, il faut encore équilibrer la réaction, donc un coefficient 2 là, et c'est tout. Donc faisons un exercice à présent. Il faut essayer de trouver quel est le produit de la réaction entre H+, avec le fer, le zinc et l'or. Siellä oli lystiä soitoja jälkeen, sain minä kerran sykkytteet. Ottiko mäntini ämmä se riitel ja Ieva jo alkoi nytkytteet. Minä sanoin Ievalle, mitäpä se haittaa, laskema vielä hiljaista laitaa, salivili hippu. Avec le fer, donc pour le fer, nous avons
H+ qui est situé ici et le fer qui est situé là. Donc nous pouvons tracer un gamma, ce qui nous donne que H+ plus Fe va donner H2 plus Fe2+, avec un coefficient 2 ici. Réaction avec le zinc. Donc le zinc est situé ici. L'hydrogène plus est toujours situé là. Donc H+ plus le zinc va donner cette fois-ci H2 plus Zn2+. Et il faut un coefficient 2 ici. Et maintenant la réaction avec l'or. Donc l'or est situé ici, H+ est situé là, et on se rend compte que cette fois-ci, on ne peut pas tracer un gamma. Tout simplement parce que pour la règle du gamma, il faut un réactif en haut à gauche et un réactif en bas à droite. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc l'or ne réagit pas avec un acide. Il ne se passera rien du tout. Donc en général, la réaction d'un métal avec un acide, ici dans le cas de l'acide chlorhydrique, nous obtiendrons ce type de réaction-là. Et maintenant, on va s'intéresser à l'action des acides sur les carbonates. Alors tout d'abord, le groupement carbonate, je rappelle que c'est CO3 2-. Et ce que l'on appelle un carbonate, c'est en fait un composé chimique qui va contenir un métal et un groupement carbonate. Nous avons par exemple ici, le premier c'est le carbonate de calcium. Ici nous avons le carbonate de magnésium, le carbonate de sodium, le carbonate de cuivre, et il peut y avoir tout plein de carbonates différents. Donc intéressons-nous à l'action de l'acide sur le carbonate de magnésium. Ce que nous allons obtenir, c'est tout d'abord séparation de l'ion ici Mg2+. Il y aura aussi de l'eau qui sera produite et il y aura un dégagement de dioxyde de carbone. Et il faut encore équilibrer la réaction, donc il manque un coefficient 2 ici. Ce qu'on constate maintenant, c'est qu'en fait Mg2+ va se retrouver dans l'eau. Il y a une dissolution du carbonate dans l'eau. Et donc le carbonate va être détruit. On peut bien évidemment tenir compte de l'halogène qui est présent. Donc si nous avons par exemple le cas de l'acide chlorhydrique qui va réagir avec MgCO3, nous aurons alors MgCl2, toujours avec un dégagement d'eau et dégagement de dioxyde de carbone sous forme de gaz, et ici un coefficient 2. Donc l'anion Cl-, les deux anions Cl- vont s'associer avec Mg2+. Et donc, nous remarquons encore une fois que le carbonate de magnésium a été détruit. Donc si on met de l'acide sur un carbonate, on va le détruire, tout simplement. Donc faisons un petit exercice à présent. Il faut trouver les produits de ces réactions et équilibrer l'équation chimique. Donc ici, nous aurons CaCl2 plus H2O plus du dioxyde de carbone. Et il nous faut un coefficient 2 ici. Là, nous obtiendrons
NaCl plus de l'eau plus du dioxyde de carbone. Et nous avions 2 atomes de sodium, donc il faut mettre un coefficient 2 ici, et ce qui fait qu'il faut aussi rajouter un coefficient 2 là. Et maintenant l'acide fluorhydrique sur le carbonate de cuivre. Donc, le carbonate de cuivre 2, nous allons obtenir CuF2 plus de l'eau plus du dioxyde de carbone. Et il nous faut encore un coefficient 2 ici, devant HF. Maintenant, si nous mettons un acide sur un oxyde métallique, on va prendre par exemple l'oxyde de magnésium et on va renverser un petit peu d'acide chlorhydrique dessus. Donc j'ai représenté en rouge l'oxygène, en bleu le magnésium, en jaune nous avons ici les ions chlorure et en blanc nous avons les ions H+. Et donc ce qu'il va se passer ici, c'est que les H+ vont migrer jusqu'à l'oxygène. Ici, le deuxième migrera aussi jusqu'à cet oxygène. Et les Cl- peuvent migrer jusqu'au magnésium, comme ça. Et finalement, l'oxygène va se détacher du bloc de MgO. Il sera associé avec 2 atomes d'hydrogène, et ça en fait c'est une molécule d'eau. Et nous avons ici toujours nos ions chlorure qui migrent en solution, mais ils ont attiré près d'eux un ion Mg2+. Et donc ce qu'on remarque, très important, c'est que ici, là où il y avait 2 atomes, il y a maintenant un trou. Donc un acide en contact avec un oxyde métallique va tout simplement détruire cet oxyde métallique. En bilan, on peut écrire que MgO plus HCl nous donnera MgCl2 plus H2O avec un coefficient 2 devant HCl. Et donc les acides réagissent toujours ainsi. Maintenant, un petit exercice. Il faut trouver les produits de la réaction et équilibrer l'équation chimique. La valence du calcium est 2, la valence du brome est de 1. Donc nous allons obtenir Ca, Br2 et de l'eau avec un coefficient 2 devant l'acide bromique. La valence de l'aluminium est de 3, la valence du chlore est de 1, donc nous allons obtenir AlCl3 et aussi de l'eau. Donc ici, il nous faut deux molécules de AlCl3 et il faut encore compléter cette fois-ci pour les oxygènes et pour l'hydrogène. Et donc en mettant un coefficient 3 ici pour les oxygènes c'est bon, et il faut mettre alors un coefficient 6 ici, et maintenant l'équation est équilibrée. L'acide fluorhydrique sur l'oxyde de sodium va nous donner du fluorure de sodium et de l'eau. Donc ici il nous faut un
coefficient 2. Et là, il nous faut aussi un coefficient 2. On va voir les réactions de neutralisation à présent. Lorsqu'un acide est en contact avec un oxyde métallique ou lorsqu'un acide est en contact avec un carbonate, l'acide a été consommé. Donc s'il n'y a plus d'acide, ça veut dire qu'il y aura une neutralisation. La disparition complète de l'acide s'appellera la neutralisation. Et de la même façon, on peut faire cette réaction-là avec des hydroxydes métalliques. Donc des bases. NaOH plus HCl va nous donner NaCl plus H2O. On voit qu'il n'y a plus d'acide, il n'y a pas non plus de base d'ailleurs à droite. Donc, la réaction est une neutralisation. Si on considère l'hydroxyde de magnésium en réaction avec l'acide chlorhydrique, nous allons obtenir MgCl2 et de l'eau. Il faut encore mettre un coefficient 2 ici. Et cette réaction-là est tout particulièrement intéressante. Pourquoi? MgOH2, c'est en fait un médicament. Un médicament contre quoi? Eh bien, c'est un médicament tout simplement contre HCl qui se trouve dans l'estomac. Si vous avez des brûlures d'estomac, ça veut dire que la concentration en acide chlorhydrique est beaucoup trop élevée. Et donc, en avalant un médicament contenant de l'hydroxyde de magnésium, il va y avoir une neutralisation. L'acide va disparaître. Et comme il y aura moins d'acide dans votre estomac, il y aura donc moins de brûlures d'estomac. D'ailleurs, MgCl2, ce n'est pas du tout toxique. C'est tellement pas toxique que même les Japonais mangent ça. Au Japon, ils mangent un truc qui s'appelle le nigari. Et en fait, c'est tout simplement du chlorure de magnésium. Alors, on peut le manger comme ça. Ou alors, on peut faire du tofu avec aussi. Et en bilan, une base plus un acide va nous donner un sel plus de l'eau. Alors le sel, ce n'est pas forcément toujours NaCl, le chlorure de sodium au sens commun du terme. Un sel, au sens général chimique du terme, c'est lorsqu'un cation métallique sera associé à un anion non métallique.